Bonjour mes amis, le gouvernement anglais a confirmé l'identité des 3 terroristes de Londres. Un est d'origine pakistanaise et 2 sont d'origine maghrébine. Donc ce qui se passe, c'est que, comme je vous l'ai dit, il y a un schéma qui est en train de se dessiner. Ce schéma veut que les financiers du terrorisme sont au Moyen-Orient. C'est de là que l'argent vient, ils ont l'argent. Mais vous n'allez jamais les voir exécuter un attentat terroriste eux-mêmes. Il y a les idéologues qui sont en Égypte. La plus grande partie des radicaliseurs, des prêcheurs de haine et tout ça, les plus connus, littéralement les Michael Jackson de la chose, les plus célèbres, sont en Égypte. Et les exécutants, de plus en plus, on le voit, viennent du Maghreb. Ça signifie que moi qui viens du Maghreb, je vois donc les pays du Maghreb, je vois notre enfance, notre jeunesse, qui est en train d'être utilisée. On leur fout dès l'enfance une culture de haine, une volonté d'en découdre, une rage basée sur un narratif complètement faussé de la réalité de ce monde, de l'histoire. Et puis, bien sûr, dès l'enfance également, une obsession extrêmement malsaine du califat. Et comme ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas les penseurs, il leur reste le rôle d'être les exécutants. Et ça, c'est extrêmement terrible. Et ce qui me rend triste aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est le fait que je sois le seul à le dénoncer. D'accord ? Je suis seul dans une vieille bagnole en train de dénoncer une horreur de niveau civilisationnel. Voilà. Un truc, il faut savoir que au Maghreb, les gens, pourquoi ils sont utilisés dans ce rôle-là, dans ce sinistre rôle, c'est qu'ils ont une sorte de, on va dire, le zèle du converti, ou le complexe du converti. Ça signifie que c'est des peuples qui sont d'origine berbère à la base, la quasi-totalité. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont convertis ethniquement. C'est très peu courant dans le monde qu'une ethnie se convertisse à une autre. On se convertit à une religion, autre chose, ou on change de cap politique. Mais quand on change d'ethnie, c'est assez peu courant dans l'histoire. Et en fait, ils ont changé d'ethnie, ils ont déclaré du jour au lendemain qu'ils étaient arabes. Et le truc, c'est qu'ils ont considéré les Arabes d'Arabie comme leurs ancêtres. Or, ces Arabes, malheureusement, et quels Arabes, même pas les Arabes d'aujourd'hui, même pas les Arabes qui construisent quand même des pays qui ont l'air assez développés, pas les Arabes de Dubaï par exemple, que des gens viennent de partout visiter. Non, ils ont plutôt construit, toute leur fondation civilisationnelle, si vous voulez, a été construite sur l'état dans lequel étaient les Arabes il y a 1400 ans. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils n'ont même pas évolué avec les Arabes. Ça signifie que les Arabes ont évolué par rapport à leurs propres ancêtres, bien sûr, comme tout le monde. Les Français, les Anglais ont évolué par rapport à leurs ancêtres d'il y a 1400 ans. Sauf que les Maghrébins d'aujourd'hui, de 2017, se réfèrent, ce qu'on appelle salafisme, le salaf, se réfèrent dans leur référence aux Arabes d'il y a 1400 ans. Que les Arabes eux-mêmes ont dépassé, bien sûr. Et ces Arabes étaient des gens extrêmement violents, il faut le dire. Ce sont des gens qui... vous n'allez qu'à voir les bases, les trucs que vous savez quand vous avez moins de 10 ans. Tout musulman moins de 10 ans vous le dira. Ce sont des gens qui aimaient la guerre. Ils aimaient la guerre pour la guerre. Ils faisaient la guerre sans arrêt. Ce sont des gens qui pratiquaient le cannibalisme. Il faut le dire. Si vous regardez par exemple le film Risala, qui est un film qui a été validé par plusieurs écoles musulmanes, qui a été validé par les sunnites, par les chiites, par plusieurs écoles, par plusieurs autorités islamiques, avant qu'il soit autorisé à la diffusion, et que tous les musulmans regardent au moins une fois par an depuis leur enfance. Risala, un long film. Risala, qu'est-ce qu'on voit au début ? On voit une femme qui mange le foie d'un homme. Voilà. C'était quand ils tuaient leur ennemi, ils aimaient bien le manger. Et d'ailleurs, on voit même, de mémoire plus récente, il y a une vidéo d'ISIS, d'ailleurs c'est pratiquement cette vidéo qui a fait vraiment braquer Poutine sur ISIS, c'est quand on voit un de ces terroristes manger littéralement le corps, c'est des gens qui disent qu'ils ne mangent pas de porc, mais littéralement ils mangent de l'humain. Tu vois ce que je veux dire ? C'est assez dingue de voir un humain comme un rapace sur la carcasse d'un autre en train de le bouffer. Donc ça, c'est extrêmement terrible. Ils avaient la haine des filles au point qu'ils les enterraient. Je pense que ça, il n'y a aucun musulman qui viendra contredire cela. C'est assez courant. On t'enseigne ça avant de 10 ans que tes seigneurs, les Arabes, ont enterré leurs filles. Donc, je veux dire, c'était une nation extrêmement violente. Alors,
Quand on étudie l'histoire de cette nation, j'ai rien contre, mais le problème c'est que on n'a pas étudié au Maghreb, on n'a pas que étudié l'histoire de cette nation. On s'est identifié à cette nation. On s'est pris pour cette nation-là et qu'est-ce qu'on a fait? On a hérité ses guerres, on a hérité sa violence, on a hérité ses préjugés, on a hérité leurs superstitions, leurs légendes. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. C'est en train de nous détruire de l'intérieur comme un cancer. C'est vraiment un cancer mental, un cancer civilisationnel. Et si on continue comme ça, je ne sais pas où on va finir. En tout cas, toujours est-il que hier, j'étais donc assis... Et j'ai décidé de soumettre une des légendes des Arabes. J'ai décidé de la soumettre à un test très simple. Parce que vous savez, les Arabes, tellement ils aimaient la guerre qu'ils étaient très excessifs dans leur guerre. Genre, s'il y a une bagarre au couteau entre deux gars, 50 ans plus tard, ça devient, je sais pas, le débarquement de Normandie, quoi. Ça devient le 6 juin 44. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils aimaient bien dire, nous en avons tué, par exemple, 3, hein, puis ça va devenir, nous en avons massacré 30, et puis 5 ans plus tard, ça deviendra, nous les avons exterminés jusqu'au dernier, nous en avons tué 10 000, les corps faisaient des pyramides qui en cachaient le soleil. Vous voyez, ils aimaient bien ce genre de descriptif excessif de la chose. Très dantesque. Hein. D'ailleurs, Dante s'est inspiré dans la comédie divine, c'est inspiré de l'islam. C'est inspiré parce que sa comédie, elle vient de l'islam. C'est assez officiel d'ailleurs. Et c'est de là qu'il a pris cette vision un petit peu apocalyptique du monde qu'ils ont. Et cette vision apocalyptique, ils l'ont mise même après au compte de Dieu, quoi. Même leur Dieu est devenu comme ça. Et j'ai pris un cas particulier. Un cas particulier qu'on appelle Ghazwat al-Khandaq, ou bien la bataille des tranchées. D'accord, la bataille des tranchées, c'est une bataille très importante, hein, n'est-ce pas, où les musulmans étaient en nombre, on va dire, inférieur et ont réussi à vaincre un corps expéditionnaire extraordinaire qui débarquait pour les liquider. Et puis, pourquoi elle est importante cette histoire? Parce que plus tard, elle va déboucher sur cette histoire où le prophète des musulmans ou les musulmans auraient massacré une tribu entière de juifs, etc. Donc voilà, on va voir ce qu'il en est de cette guerre des tranchées. Alors la guerre des tranchées, c'est très simple, hein, je vous le dis de manière très, très simplifiée. Le prophète des musulmans avait pris la fuite, hein, était persécuté à la Mecque, donc il a pris la fuite et est parti à Médine, à 400 km de là, vers le nord. Et ce qui se passe, c'est que il arrive à Médine, s'installe à Médine, et puis à un moment donné, des tribus juives décident de s'allier avec les tribus arabes de la Mecque et décident de monter un corps expéditionnaire extraordinaire pour l'époque et de venir tuer les musulmans à la Médine. Voilà. Pourtant, les musulmans s'en sortent glorieux. Comment? Alors, quand le prophète des musulmans a appris qu'un corps expéditionnaire arrivait, il a, lui et les musulmans de Médine, il a réussi en 6 jours à construire une tranchée, d'accord, une tranchée autour de la ville pour protéger la ville. Et donc, quand le corps expéditionnaire est arrivé, avec leurs chevaux, leurs chameaux et tout, leurs hommes et tout, ils ont retrouvé qu'il n'y avait plus moyen physiquement d'accéder à la ville. La ville était entourée d'une tranchée qui faisait tout le tour et qui était très profonde, et donc ils n'ont pas pu accéder. Ils sont restés 3 semaines sur le bord de cette tranchée. Ils ont fini par abandonner, ils sont partis. Et par la suite, justement, de cet échec, que donc les musulmans de Médine, on les a poursuivis et puis on sont passés à la contre-attaque, si vous voulez, et c'est là qu'ils ont massacré une des tribus juives, homme par homme, au couteau. Donc, qu'en est-il de cette histoire? Vous savez, l'histoire de l'islam a été racontée le plus souvent par des fantaisistes. D'ailleurs, même, je vous ai fait une vidéo il y a quelques temps qui s'appelait la biographie du prophète des musulmans. Et cette biographie d'Ibn Ishaq, elle est complètement fantaisiste. Et à la base, un livre pour enfants écrit par un playboy de mosquée, hein, qui a failli se faire tuer à plusieurs reprises parce c'était un fantaisiste, quoi. Et il n'aimait pas les fantaisistes à l'époque. Et ce qui se passe, c'est qu'il a écrit cette histoire, il a écrite en tant que livre pour enfants à la demande d'un calife. Donc vous voyez le sérieux de la chose, hein, vous voyez le niveau de... Alors, l'histoire des tranchées, alors on va vite comprendre, hein, on va vite regarder, parce que je vous ai dit, l'islam, il raconte beaucoup de choses. Alors certaines choses, on ne peut pas vérifier si elles sont vraies ou fausses. Hein. On est obligé de... voilà, hein, on est obligé de les croire sur parole. Par contre,
dès qu'il y a des éléments matériels qui arrivent dans le récit et qui sont des éléments vérifiables, qu'on va vérifier sur le terrain, ben, il n'y a plus rien qui colle. Soudainement, il n'y a plus rien qui colle. Je vous donne un exemple. Cette histoire de la tranchée, des tranchées, elle arrive à Médine. Alors, j'ai fait ça. J'ai imaginé qu'à l'époque, Médine faisait 1 kilomètre de rayon. D'accord ? J'ai imaginé que la ville de Médine faisait 1 kilomètre de rayon. Ce qui est très, très, très minimaliste parce que, je vous montre sur une carte. Ça, c'est la ville de Médine. Et mon cercle d'1 kilomètre de rayon, c'est ça. Hein. Il correspond pratiquement juste à cette petite partie plate, n'est-ce pas, de la ville de Médine. Hein. On est vraiment... C'est juste que ça va englober une mosquée et quelques maisons. Médine était beaucoup plus grande que ça à l'époque d'après le récit. Donc 1 kilomètre, je suis extrêmement gentil. Elle était beaucoup plus grande. D'accord ? Ok, donc si elle fait 1 kilomètre de rayon, comme chacun sait, sa circonférence, donc la longueur de la tranchée qu'il faut creuser, elle fait 6,28 km. D'accord ? Là, comme on peut le voir ici, on est obligé de creuser le tranché sur tout le pourtour. Hein. Il n'y a pas de relief ni quoi que ce soit qui vient créer une barrière naturelle. Il n'y a pas. C'est plat. D'accord ? Le relief commence plus loin. D'accord ? Commence là, vers le bas, ils sont écartés de 28 km et vers le haut 7-8 km. Hein. Donc, il n'y a pas moyen. C'est là qu'est concentrée la ville, qui était beaucoup plus grande que cela à l'époque. Toujours est-il que, voilà, je tourne la page. Donc, ils vont construire une tranchée, n'est-ce pas? Donc j'ai dessiné une tranchée, ok, voilà, la section de la tranchée que vous voyez. Alors j'ai imaginé que la tranchée, pour pouvoir remplir son office, elle doit faire, j'ai imaginé bien sûr, j'imaginais 6 mètres de large, hein, pour éviter qu'on puisse la sauter par exemple, et puis 4 mètres de profondeur, hein, parce que c'est clair que si tu fais une tranchée de, je ne sais pas moi, de 2 mètres de large sur 1 mètre, bon, ça va bloquer personne, hein, donc tu as besoin d'une tranchée qui puisse bloquer. Donc j'ai imaginé 4 mètres sur 6. Ça signifie que pour chaque mètre de tranchée, hein, en termes de longueur, chaque mètre de tranchée, il faut retirer 24 mètres cubes de terre. C'est pas de la terre qu'il y avait là-bas, c'est du basalte. Hein, ça se voit jusqu'à maintenant. Ça n'a pas changé sur 1400 ans. 1400 ans, sur le point de vue géologique, c'est il y a 5 minutes. Hein. Donc, c'est du basalte avec de la terre très compactée, très dense. J'ai été gentil, d'accord ? J'ai mis une densité de 1,5 tonne par mètre cube. Donc, en fait, cette partie-là d'1 mètre de tranchée a exigé le retrait de 36 tonnes de terre, d'accord ? 36 tonnes de terre. Alors, 36 tonnes de terre, je multiplie ça bien sûr par mes 6280 mètres, hein, qui correspond à la longueur de ma tranchée. Et je trouve qu'ils ont retiré 226 000 tonnes et des poussières, hein, c'est le cas de le dire, 226 000 tonnes de terre en 6 jours, qu'ils ont pelleté. Hein. Il n'y a pas de machine, hein, il n'y a pas de bulldozer ou de trucs comme ça, ou de pelleteuse ou autre, hein, c'est à la main. Ça signifie qu'ils ont, hein, je continue à faire des maths, hein, juste pour voir, c'est des divisions, c'est très simple. Ça signifie qu'ils ont retiré 37 680 tonnes par jour. Par heure, ça fait 1570 tonnes par heure, ça fait 26 tonnes à la minute. Hein. Vous voyez, c'est 26 tonnes à la minute qu'ils ont dû enlever. Et là, il ne s'agit pas de pelleter de la semoule. Hein. C'est de la terre, c'est du basalte. C'est extrêmement dur. Si aujourd'hui, tu voulais creuser, il aurait fallu, je sais pas, le faire sauter à la dynamite et l'arracher à la pelleteuse, ou bien l'attaquer avec des armées d'ouvriers équipés de marteaux-piqueurs ou des choses comme ça. Il ne s'agit pas juste de pelleter. Il faut arracher 26 tonnes à la minute, 6 jours sur 6, pratiquement jour et nuit. C'est assez dingue, ça, n'est-ce pas? Alors, ça se passe en 627, 5 ans avant la mort du prophète des musulmans. Ça se passe en 627. En 627, ils sont capables de faire ça. Littéralement creuser l'équivalent d'une piscine olympique de 50 mètres toutes les 2 heures. C'est dingue. Normalement, ils auraient dû nous laisser des traces absolument extraordinaires. Hein. C'est une question de civilisation, c'est clair qu'on serait attendu des gens qui sont capables de pelleter à cette vitesse-là, ou on va dire d'attaquer la roche à cette vitesse-là. C'est vraiment très fort. Le truc, c'est que quand on regarde par satellite, quand on regarde dans les images, hein, Google Earth, il n'y a aucune trace.
il n'y a aucune trace de cette tranchée. D'accord ? Parce qu'il y a une tranchée de plusieurs kilomètres. Vous savez, on est dans un paysage quasi lunaire, rocailleux, quasi lunaire. S'il y a une météorite qui frappe un endroit comme ça, 1 million d'années, tu le vois toujours. Donc, 1400 ans plus tard, la tranchée n'existe pas. Quand on regarde Médine, elle est entourée de collines, elles sont là au nord. Mais le truc, c'est que vers le sud, par où viennent, parce que la Mecque, c'est vers le sud, par où viennent le troupes expéditionnaires, c'est plat, c'est plat complètement. Si tu veux fermer en utilisant les montagnes, tu as besoin de faire une tranchée de 28 km de long. 28 km de long d'une montagne à l'autre. Et en plus, ils peuvent contourner la montagne. Donc tu dois fermer là, tu dois faire pratiquement, je ne sais pas moi, 60-70 km de tranchée. Je prends les récits des musulmans. Il n'y a rien d'historique. C'est fake. C'est pas arrivé. Ce n'est pas possible. Si c'était arrivé, on aurait vu jusqu'à maintenant dans la trace. Je vous donne un truc aussi intéressant. En 627, ils viennent, ils passent 3 semaines. La tranchée est tellement impressionnante que les musulmans ont pu la faire en 6 jours. Le corps expéditionnaire passe 3 semaines au bord de cette tranchée. Ils sont incapables, ne serait-ce que de combler 10 mètres de cette tranchée pour pouvoir la traverser. Ils en sont incapables. Donc, c'est qu'en réalité, la tranchée, elle fait pas 6 mètres de large. Si ça se trouve, elle faisait 50 mètres de large, 100 mètres de profondeur. Je veux dire, on parle d'un truc que même le corps expéditionnaire ne tente même pas de la combler. Un autre détail. Fortification absolument extraordinaire. Inviolable, imprenable. 683. D'accord ? 683. Nous sommes que 50 ans après cet événement. Le califat Omeyyade envoie des violeurs et des assassins sur Médine. Ibn Kathir raconte des femmes sont violées pendant 3 jours par milliers. L'année d'après, il y a au moins 1 millier de femmes qui donnent naissance à des bébés alors qu'elles n'étaient pas mariées. D'accord ? Ils ont violé des femmes de tout âge. Ils ont massacré toute personne qui résistait. Pour une ville qui a des défenses imprenables, elles étaient où les défenses ? Il était où le tranché ? Pourquoi les attaquants omeyyades ne sont pas tombés sur les tranchées ? D'accord ? Ces tranchées n'existent pas. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça que l'Arabie Saoudite a cette propension à détruire, entre guillemets, les traces historiques. Enfin, sinon, c'est pas qu'ils détruisent les traces historiques. Ils disent, oui, on veut pas que ça devienne des lieux de... On veut pas que les gens commencent à considérer certaines traces ou certains artefacts historiques comme des choses qu'il faut vénérer et tout ça, comme objet d'idolâtrie. Mais en réalité, c'est du foutage de gueule. En réalité, ils sont juste en train de broyer les pistes pour qu'on puisse pas, d'ailleurs, ils n'autorisent pas, faire de recherches géologiques. Mais juste, ils font ça pour que même dans le futur, ça soit pas possible. Mais en réalité, une tranchée de plusieurs kilomètres qui empêcherait un corps expéditionnaire de passer, tu peux pas la cacher, ce n'est pas possible. Surtout quand elle est faite dans la pierre. La pierre, elle va pas renaître, elle va pas repousser. C'est pas, tu comprends ? La pierre ne va pas se reconstituer. Si la pierre a été cassée sur des kilomètres de longueur pour fabriquer une tranchée, ce n'est pas possible. Donc, voilà parmi les légendes, on va dire islamiques. Mais je pense qu'il est très intéressant d'aborder l'histoire des Arabes sous cet angle. On est très loin, vous voyez, c'est très scientifique. On est très loin de la religion, on est très loin des dogmes des uns et des autres. Oui, tu as insulté ma religion et tout. On est juste en train de parler de faits. Et les faits démente complètement l'existence de cette histoire. Donc, effectivement, on voit ici, là, cette surenchère qu'avaient les Arabes, cette surenchère de... Si ça se trouve, il y a un jour, un cavalier est tombé dans un fossé naturel, dans un trou, puis il s'est cassé une jambe ou il s'est cassé le cou, puis qu'à partir de là, c'est monté en histoire. À partir de là, c'est monté en épingle. Et puis, bien sûr, vous savez, les raconteurs, Monsieur Boukhari, je vous l'apprends pas, Monsieur Boukhari, 2 siècles après l'arrivée de l'islam, quand il commence à chercher des hadiths, il en trouve des millions dans les marchés. Je veux dire, vous voyez, quand les raconteurs s'en emparent, quand les raconteurs de marché, le raconteur, vous savez, il parle, tu lui jettes les pièces, j'en ai vu, moi, ça existe jusqu'à nos jours dans certains pays. Il raconte, puis au bout d'un moment, il s'arrête, tu es obligé de jeter des pièces. Il est obligé dans la surenchère. C'est un peu comme Hollywood, je veux dire, il est là, il se fait payer pour raconter des histoires.
Et donc effectivement, l'histoire d'un cavalier qui tombe dans une fosse à purin et qui se casse le cou, c'est vrai que ça ce n'est pas très vendeur. Alors bon, 2 siècles plus tard, avec le temps, ça devient un fossé de 100 km de long sur lequel une armée expéditionnaire s'est cassé la figure, etc. Voilà. Sauf que nous, on a malheureusement des gens qui prennent ça au premier degré. Hein. Voilà, prennent ça au premier degré. C'est enseigné comme des réalités historiques, ça, dans nos écoles. Hein. C'est dingue, c'est dingue. Enfin, je vous laisse, mes amis, et puis je reviens un autre jour.